pas le répéter pour que personne n'oublie, hein, pour que ça rentre bien dans la tête de surtout certains qui parlent beaucoup. J'ai quand même eu 5 ceintures dans les plus grosses orgas mondiales. Personne n'a fait ça en France et personne ne le fera. Le positif pour moi, c'est que j'ai pu montrer au monde entier, mais même à la France, que j'arrive à prendre un gars de zéro, hein, qui faisait rien, qui était au chômage. Je l'ai fait monter à très très haut niveau et très rapidement. Alors on a beau dire oui, souvent on parle ouais il y a les managements tout ça. Non, c'est l'entraîneur qui forme le combattant pour essayer de s'incruster un peu dans le coin. J'en ai vu un tas, hein, qui viennent, qui payent leur billet d'avion pour aller à l'UFC, qui payent tout et qui sont juste là pour faire, tu vois, pour se montrer. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous une personnalité qui est reconnue mondialement en tant que coach, monsieur Daniel Warren. Daniel, comment vas-tu? Merci Magid pour l'invitation. Au top, on est en vie, comme je dis, tant qu'on est en vie, tout va bien. C'est avec Ouais, grand plaisir et ouais. tu as totalement raison. Daniel, tu es actuellement à Rio de Janeiro. Daniel Warren MMA, tu as la CT-Camp. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est les Daniel Warren MMA? Comment ça se passe? Donne-nous un petit peu d'informations. Alors en fait, c'était une première. Là, on a fait un camp d'une dizaine de jours, hein, avec, avec des élèves de tout niveau. Hein. C'est pas spécialement pour des professionnels. Professionnels, c'est un peu à part. Là, c'est des camps un peu pour que des jeunes rentrent en immersion, qui voient un peu c'est quoi les gyms brésiliennes. Et on s'est super bien passé. C'est 2 entraînements par jour. On visite bien sûr les points touristiques, la plage, tout. En plus, là, c'est l'hiver au Brésil et en plus, il fait super beau, 30 degrés. Franchement, ça s'est très bien passé. Ils ont passé un très bon moment. C'est l'essentiel, plein de souvenirs. Donc là, on est en train de mettre ça en place. On va essayer de le faire au moins 3 fois, voire 4 fois dans l'année, si possible. Donc le premier a été un succès. Bon, c'était le début, donc on va corriger un petit peu. On va un peu essayer de s'améliorer. Et là, actuellement, je suis avec Mathieu, Romain. Il y avait Ibra là, qui est parti hier soir. Et voilà, quoi. Mais là, c'est différent. Là, c'est plus comme entraînement professionnel, quoi. Bien sûr. Et quand moi j'ai regardé un petit peu les infos de ton camp, j'ai regardé un peu ce que tu proposais, je trouve déjà que c'était très intéressant le fait de mettre aussi ce côté ludique, tu sais, pas uniquement le sportif, mais aussi le côté touristique, apprendre un petit peu l'historique de la ville de Rio, le Brésil, etc. La création de ce camp, est-ce que c'est uniquement ta volonté de vouloir créer ce camp ou alors c'était plus pour répondre à un besoin, tu as senti chez les Brésiliens, les Français qui sont en France et qui ont vu un peu ce que tu proposais, de venir au Brésil, de leur faire partager un petit peu ton expérience que tu as eue avec ce pays-là. En fait, ouais, c'était de faire partager déjà un pays que j'adore, hein, qui est le Brésil, là où j'ai commencé mes armes. Et donc, je voulais faire profiter à tout le monde un peu cette expérience. Et comme je parle portugais là-bas, je suis comme à la maison, c'est comme en France, hein, je me sens bien. Je me suis dit pourquoi pas le faire en étant aussi rémunéré et en faisant aussi rêver des gens. Il y en a beaucoup qui veulent aller au Brésil, qui hésitent parce qu'ils ne connaissent pas bien. Je parle surtout pour s'entraîner, hein. Bon, maintenant, on peut y aller en tant que touriste, mais là, c'est différent. Là, on rentre vraiment. On est vraiment avec, voilà, quoi, avec le peuple. Donc, ouais, voilà, c'était. En fait, c'est un tout, hein. C'est du business, mais pas que ça aussi, c'est ma Bien sûr. passion et faire aussi découvrir cette vie qui est merveilleuse, quoi. Et en fait, ils n'ont pas regretté parce qu'ils ont vraiment kiffé, quoi, hein. Ouais, quand on peut allier les deux, je pense que c'est top. Et est-ce qu'en faisant ce camp, on peut éventuellement te taper dans l'œil? Est-ce que tu as certains combattants déjà que tu as pu voir sur ce premier camp qui t'ont intéressé, que tu as vu des capacités, certaines aptitudes à performer au plus haut niveau? Alors, il y avait de tout niveau, hein. Taper à l'œil, ça peut être possible, hein, mais il faut plus de temps, bien sûr, hein. Mais il y avait de tout niveau. Et en fait, l'idée, c'est plus une découverte, hein, une initiation. Donc, ouais, il y avait de tout, quoi. Mais oui, ça peut être possible, hein, ça peut arriver, hein. Des fois, D'accord? mais il y a des combattants professionnels qui m'ont contacté aussi, hein, parce qu'ils seraient intéressés. Parce qu'en fait, dans le groupe, là, on est à peu près 14. Dans le groupe, tu peux avoir des professionnels. Chacun va trouver son compte, en fait. Tu vois, et Bien il y en sûr. a qui avaient niveau vraiment débutant, mais quand même, ils y trouvent leur compte parce que les Brésiliens sont patients, ils sont sympas, ils s'adaptent au niveau. Ils ont tourné avec des gars quand même qui combattent à l'UFC. On a été dans Bien des sûr. gyms comme la Nova Union, la RFT, où il y a des grands noms. Donc, il y en a pour tout le monde, en fait. Et tu t'attendais à cet engouement autour de ce stage? En fait, c'était une. Non, je pensais pas, parce que c'est loin quand même. Le Brésil, c'est à 10 000 kilomètres. En fait, il y a une demande, quoi. Les gens, ils aiment bien faire des trucs un peu différents, en fait. Tu Bien sûr. vois, et la possibilité en plus d'être avec moi, parce que j'ai des guides. Moi, je suis pas tout seul, j'ai un associé avec moi qui s'appelle Argui, qui m'aide vraiment sur le côté administratif et aussi qui est venu avec moi, qui connaît déjà le Brésil, qui a déjà beaucoup voyagé, donc qui s'adapte rapidement. Il a les codes, quoi, parce que c'est Bien important. sûr. On
a quand même une responsabilité quand on ramène des groupes. Moi, j'aime bien déconner, on s'amuse, mais on fait pas non plus n'importe quoi. Faut cadrer, on est tout le temps là, quoi. Donc, Bien sûr. l'idée, c'est que tout le monde passe un bon moment et rentre à la maison safe, comme on dit, hein, sans problème, quoi. Tu as totalement raison, c'est important. Je pense que c'est une chose essentielle quand on fait ce genre de camp, d'avoir ce côté sécurité, que tout soit carré, qu'il n'y ait pas de problème ou autre. On va passer à, je pense, ce qui intéresse le plus le public, la séparation avec Benoît. Déjà, la première question, est-ce qu'au niveau financier, tu as récupéré ton dû? Bah non, toujours pas, hein. De toute façon, c'est en stand-by, hein. Peut-être un Ok, jour, hein, je sais pas, hein. Ça, maintenant, c'est lui hein, qui voit et sa conscience, hein. d'accord. Et Donc, c'est comme ça. est-ce que cette séparation avec Benoît, c'est ta plus grosse déception dans le MMA? Non, en fait, il faut savoir que en fait, non, ça fait partie du jeu, hein. Les combattants, il y a un moment, bah, ça va, ça vient. C'est comme ça, l'histoire se répète, hein. Donc, comme je dis toujours, moi, j'ai commencé avant Benoît, hein, donc il n'y a aucun souci. J'ai entraîné des combattants de très haut niveau. Donc, non, non, c'est pas, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Après, moi, je vais de l'avant, hein. Maintenant, pour moi, ça reste du passé, hein. Et Bien comme on sûr. dit, il y a un proverbe qui dit le passé est mort, hein. Et donc, c'est ça exactement, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas se prendre la tête, rester bloqué sur des trucs. Je continue mon chemin comme j'ai toujours fait. Bien sûr, on est déçu sur le coup, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, hein. Je suis d'accord avec toi, c'est important, je pense que d'aller de l'avant, chacun de votre côté, d'avoir vos objectifs personnels et depuis d'essayer de les atteindre avec de différentes manières. Tu sais, moi, quand j'ai préparé mon interview, j'essaie de regarder un peu différents horizons, différents avis, etc. Je me suis intéressé à la vidéo qu'avait fait sur votre séparation. Et moi, j'aimerais savoir comment s'est faite cette séparation, parce qu'on évoque un message, un appel, un resto dans un bistrot. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus pour que le public puisse avoir un œil un peu plus détaillé de ta part? Mais en fait, c'est assez compliqué. Je peux pas trop en parler Mmh. parce que, voilà, en fait, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je vais être honnête, hein. Maintenant, moi, je regarde pas ce qui s'est passé derrière, quoi. Honnêtement, hein, j'ai tout dit, en fait. En fait, il faut savoir interpréter le message et tout est dedans, quoi. Voilà, quoi. En D'accord. fait, ouais, Et ouais. et pour la suite, qu'est-ce que tu envisages? Parce que tu avais évoqué le fait que, sur Gong, une possibilité que vous soyez, vous, les entraîneurs, couverts, au niveau juridique. Est-ce que, c'est quelque chose que tu aimerais mettre en place? Tu sais, une espèce de contrat avec ton combattant? Ouais, en fait, ouais, moi, je fonctionne beaucoup à la confiance. C'est vrai que c'est un peu, en fait, c'est un peu la vieille école, quoi. Et en fait, bon, c'est une erreur. C'est vrai qu'il faut avoir des garde-fous, il faut des contrats, mais on apprend à n'importe quel âge. Bah, l'idée, déjà, quand j'avais commencé avec toute cette petite équipe que j'avais, c'était plus de kiffer. J'avais jamais pensé à ramener les gars déjà à l'UFC et tout, les faire monter aussi haut, quoi. Là, on voit Mathieu Leto qui va au Dana White Contender, il y a Romain aussi qui performe. J'ai eu pas mal de combattants, mais c'est vrai qu'au début, on va à la confiance. Mais bon, c'est une erreur. Il faut se professionnaliser un peu plus. Mais bon, moi, à mon âge, j'ai fait le tour, hein. Je veux dire honnêtement, voilà, comme je dis, moi, je peux m'arrêter. Je m'en fous, en fait. Tu vois, Ouais, j'ai fait ce que ouais, ouais, j'avais à bien sûr. faire. J'ai eu des ceintures, j'ai eu comme je répète, et je préfère le répéter pour que personne n'oublie, hein, pour que ça rentre bien dans la tête de surtout certains qui parlent beaucoup. J'ai quand même eu 5 ceintures dans les plus grosses organes mondiales. Personne n'a fait ça en France et personne ne le fera. Pas tout de suite, en tout cas, hein. Ça m'étonnerait, hein. Donc, voilà, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi. Je pense que déjà, le palmarès que tu as eu en tant que coach et que tu as actuellement aussi, je pense qu'il parle pour toi-même. Il n'y a pas besoin de s'étaler sur le sujet, de savoir ce que tu as gagné ou pas. Tu as une autorité très importante dans le MMA mondial et pas seulement en France. Et ça, c'est important. Cette séparation avec Benoît, tu la sentais à venir? Est-ce que tu penses que t'en avais déjà parlé, le départ à Bayonne, c'est le point de départ de cette séparation? En fait, avec les combattants, ça arrive à un moment. Il y a un moment, un moment, ils prennent voilà, ils prennent leur chemin et puis voilà, ça se sépare. C'est comme ça. Sérieux. Honnêtement, Benoît, je préfère passer à autre chose, hein. À Ouais, d'autres questions, c'est mieux. Ouais, 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 non, non, je n'ai même pas envie. Ouais, en fait, voilà, j'ai déjà tout dit, hein, comme je t'ai dit. ouais, Voilà, la d'accord. séparation, j'ai eu plein de combattants de très haut niveau, on s'est séparés. Et voilà, quoi, ça reste comme ça, hein. Et la suite pour toi, c'est quoi aujourd'hui? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a Mathieu qui va combattre Dana White Contenders et il a un rendez-vous crucial avec son destin. Tu as Romain Desbiens aussi qui est avec toi, qui performe également. Il y a Ibra qui s'ajoute aussi au groupe. C'est quoi la suite que tu aimerais donner un petit peu à toi, à ta carrière en tant que coach?
Bah, en fait, l'idée, c'est pour l'instant, voilà, je fonctionne au jour le jour. Là, maintenant, on va se concentrer sur Mathieu, qui combat le 27 à Las Vegas. Et après, on voit. Il y a Romain, normalement, qui devrait combattre au KSW, pareil. Et il y a d'autres combattants qui essayent de se greffer, mais pour l'instant, comme j'ai pas de structure fixe, c'est compliqué de les accepter. Mais qui sait, dans le futur, avoir justement une salle qui pourrait justement je veux dire, prendre avec moi beaucoup plus de combattants. Mais en plus, mais moi, je vais être honnête, moi, je suis assez élitiste. Je ne veux pas avoir beaucoup de gars, ça ne m'intéresse pas, parce que ça demande beaucoup de travail et le retour, il n'est pas si, en fait, il n'est pas si intéressant. Au début, on a la passion et tout, je suis encore passionné, mais avoir plein de combattants, honnêtement, ouais, c'est beaucoup de boulot pour pas grand-chose, hein. Ok, bon, ça fait vibrer l'émotion et tout, mais des fois, on prend un petit groupe, là, comme je fais des stages, tu as beaucoup plus de reconnaissance et on voit le sourire dans leur regard, la joie de vivre. Des fois, c'est beaucoup plus, on va dire, gratifiant. Voilà, exactement. Alors que les pros, ils sont quand même, la plupart, hein, je généralise, mais c'est vrai, c'est beaucoup égoïste, assez ingrat. Au début, c'est, comme on dit au Brésil, mestre, et tout va bien. Et quand ça commence à grandir, tous, hein, sans exception, ça commence à prendre du poids. Ça commence déjà à demander un peu plus et pas donner beaucoup en retour. Donc voilà, quoi. Moi, je continue mon chemin, jour le jour. Je fais, si ça doit s'arrêter demain, ça s'arrête. C'est pas grave à partir du moment que ma famille est bien, mes enfants se portent bien, mes amis ils sont au top. Le reste, voilà, quoi. C'est le reste, c'est tout. Moi, je suis d'accord avec toi et c'est important ce que tu dis que si demain, toi, tout s'arrête, déjà l'important c'est la famille, ça c'est essentiel et puis, tout ce que tu as réalisé, tout ça parle pour toi. On évoque beaucoup le fait que les Brésiliens sont, des combattants différents, particuliers. Heu, L'adversaire de Mathieu était un Brésilien qui s'entraîne à la Chute Boxe. Qu'est-ce que tu penses de lui? Comment se prépare, Mathieu avec toi? Est-ce que tu sens qu'il a progressé? Comment tu le sens pour ce rendez-vous crucial? Bah, là, il est prêt. Là, ce matin, il a fait un sparring. Là, il se sent bien, hein. Donc maintenant, on va voir comment il va réagir parce que être bien l'entraînement, c'est une chose. Là, on va à Las Vegas, il y aura Dana White, tout ça. On va voir comment il va réagir. Parce que l'adversaire, il est prenable, hein. C'est un bon combat pour lui. Mais c'est pas que l'adversaire. Il faut aussi combattre la pression. C'est ça. Parce que s'il arrive relâché comme il est à l'entraînement, tout ça, je pense qu'il peut faire du dégât sur ce combat. Mais on va voir comment elle est sa réaction. On pourra la connaître seulement le jour J, parce que voilà, là, on passe quand même dans une autre catégorie, dans le sens où ben, médiatiquement, déjà, c'est énorme. Et puis bon, on est à Las Vegas, il y a Dana White qui est présent. Donc voilà, c'est surtout le côté, on va dire, psychologique. Voir ce que ça donne. Et c'est intéressant, c'est un bon défi. Comme ça, on va voir vraiment qui il est, quoi, s'il va se révéler ou pas. Donc, moi, je pense ça comme un défi et aussi une grosse opportunité pour lui et pour nous aussi. Moi, c'est la première fois que je fais le Dana White Contender. Moi, les nouvelles expériences, j'adore, donc je vais kiffer, quoi. Je vais kiffer le moment au maximum. Et comme je dis, c'est un combat de 15 minutes. T'es prêt, l'ami, fais-toi plaisir. Et après, on voit, quoi. Tu entièrement, raison. C'est une aventure exceptionnelle déjà pour toi, le fait de faire les Dana White Contenders, on sait que l'atmosphère est totalement différente et je pense que c'est assez unique de vivre cette expérience avec Mathieu que tu as depuis longtemps à tes côtés. Heu, Benoît Saint-Denis va affronter Renato Moicano en main event, de l'UFC Paris. Qu'est-ce que tu penses de ce combat, de ce match-up? Je pense que c'est un bon match-up, hein. Moïcano est très solide, hein, pas très connu peut-être en France, mais c'est un bon combattant qui est résistant. Je pense que ça va être un bon fight. Benoît, je pense que sur le papier il est favori, mais il faut faire attention, quoi, parce que l'autre en face quand même il est résistant, il a déjà fait des 5 rounds, donc ça va être un bon fight, bonne opposition. Je dirais que le meilleur gagne, hein. Bien Après, sûr. voilà, quoi. Et toi, avec la relation que tu as avec les Brésiliens, est-ce on n'a pas essayé de t'approcher pour être dans le camp de Renato Moicano ou du moins peut-être l'aider sur certains aspects? Non, 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 pas du tout. En fait, lui, il est basé aux États-Unis. Puis Oui, à bon, je vais pas Miami, rentrer dans... Ouais, puis je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, quoi. Comme j'ai dit, moi, bien sûr, voilà, je passe mon chemin. tu Voilà, as chacun fait entièrement sa raison. route. Il a ses coachs là-bas. Je crois qu'il est à l'ATT, je crois. Donc, il est très, très bien entouré, hein. Il n'a pas besoin de moi, hein. Donc, voilà, quoi, tranquille, hein. Maintenant, Et là, il fait son fight. j'ai une petite question pour toi, Daniel. Heu, Au moment où tu es arrivé dans le MMA français à aujourd'hui, comment tu juges un petit peu ton évolution?
Ben, en fait, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'en fait, moi à l'époque, quand je coachais au Brésil, aux États-Unis, par exemple, je m'occupais pas du cutting, tu vois. Je faisais jamais le cutting. Et bah là, comme j'étais livré un peu à moi-même, hein, j'étais le head coach, mais je faisais un peu de tout. Donc j'ai appris à faire le cutting et j'ai trouvé ça intéressant. Chose que j'aime pas du tout, attention, hein. Moi, je trouve ça hyper dangereux, surtout quand il y a beaucoup de poids à perdre. Mais j'ai appris beaucoup et aussi comme head coach. J'ai mis en place beaucoup de séances de. Parce que moi, je viens du pied-point, mais je suis un coach de MMA, hein. C'est-à-dire que vraiment, les gars, je les prépare en MMA, hein. Donc, et c'est super intéressant parce qu'en fait, on apprend tout le temps, hein. Là, par exemple, pour les contrats aussi, je veux dire, on apprend beaucoup de choses. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant dans ce métier. Et je sens que je suis beaucoup plus, en fait, j'ai encore plus d'expérience qu'avant, quoi, parce que j'ai accumulé un tas d'expériences, bien sûr, à l'étranger, mais même en France aussi. Et cumulé, voilà, je deviens un coach complet. Il faut savoir qu'un coach, comme j'ai dit toujours, si ton coach il a 25 ans, c'est pas pour le dénigrer, mais c'est qu'il n'a pas d'expérience. Un coach, il est vieux, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein. Tu regardes Rocky, son coach, il n'avait pas 20 piges, hein. Mais ça, c'est la vérité, quoi. Il faut de l'expérience de terrain. Il n'y a pas que la théorie, la pratique est hyper importante. Quand on a écumé toutes les cages du monde et on a voyagé dans le monde entier, on a plus d'expérience qu'un gars qui vient d'arriver dans le game, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est la réalité, hein. C'est comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien, ben, comme tu l'as dit, tu apprends des choses, on en apprend de façon généralement tout le temps, au jour le jour, même avec ton camp que tu as réalisé actuellement. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il y a des choses que tu peux peaufiner, que tu peux améliorer, etc. Et ça, c'est important. Le MMA français, il est en train d'évoluer énormément. On le sait, on a des, euh, des clubs d'un petit peu partout en France qui ont fleuri ces dernières années, des organisations également. On a l'UFC Paris qui arrive pour la troisième fois en France, l'UFC. Est-ce qu'un jour, tu te dis pas peut-être que, ça c'est une réflexion que j'ai eue personnellement, que tu pourrais pas avoir un rôle plus important dans le MMA français et pas uniquement celui de coach? Bah, c'est possible, mais le problème, tu sais, en fait, c'est que, bah, tu sais, c'est les potes, hein, ils sont entre eux. En fait, moi, j'ai fait mes armes à l'étranger. J'ai commencé au Brésil, au pays du MMA, hein. Je suis rentré vraiment dans le dur, parce qu'il faut se faire un nom au Brésil, c'est très dur, hein, surtout quand tu n'as aucune connexion. Ensuite, les États-Unis. Après, quand je suis revenu en France, j'étais quand même pas mal boudé. J'ai été obligé de me refaire faire un nom, entre guillemets, tu vois, pour que les gens sachent qui j'étais, à travers, bah, justement, à travers Benoît. Mais pas que lui, hein, d'autres combattants comme Mathieu, comme Jorik, j'ai eu Romain, j'ai eu beaucoup de combattants qui ont performé. Et si tu veux, j'ai senti quand même, bon, j'étais pas le bienvenu, hein, même encore maintenant, et ça me dérange pas du tout. Honnêtement, euh, je suis indépendant, j'ai besoin de personne. Je me débrouille tout seul. Je trace mon chemin. Et voilà, quoi. Maintenant, bien sûr, j'aurais bien aimé faire avancer Schmilblick, mais je le fais avancer quand même en France. C'est-à-dire qu'il faut savoir que je fais performer des combattants à l'international. Donc, je donne une légitimité au MMA français, qu'on le veuille ou non, justement avec mes combattants qui performent, notamment Benoît qui va faire un main event à Paris. Il n'est pas arrivé là par hasard. Donc voilà quoi, c'est bien, c'est que je laisse mon empreinte. Bien sûr, il y en a qui diront que non, mais bon, on s'en fout, hein. Je veux dire, Non, trace son non, chemin. non, il faut. La route, elle est, voilà, elle est là. Moi, comme je dis, tu vois la lumière, tu traces la lumière, tu pars un peu à gauche, on essaie de mettre des bâtons dans les roues, ça fait partie du jeu et ça te renforce. En fait, il faut savoir que quand tu es dans des phases difficiles, moi j'aime bien parce que ça me renforce, ça me remotive. Parce que des fois, on a tendance à, tu sais comment on est, l'être humain, on est un peu, voilà, on va plus dans la facilité. Quand c'est trop bien, on se laisse, et c'est là qu'on se relâche, et c'est là qu'on se prend un KO, comme les combattants, ils sont trop à l'aise dans le fight, bam, ils vont se faire surprendre. Mais l'entraîneur, c'est pareil, à un moment, tu commences à avoir beaucoup de bons résultats, un truc. À un moment, hop, tu prends des coups, ça te pique un peu dans ton ego, et là, ça te réveille, et là, tu fais des choses. Donc, voilà, je suis super content, quoi. Et à quel point ça a été une fierté pour toi, Daniel, d'amener Benoît, d'où il était au départ, au sommet de l'UFC, à combattre des Dustin Poirier en main event de l'UFC? Alors en fait, là où c'est hyper positif pour moi, c'est que j'ai pu montrer au monde entier, mais même à la France, que j'arrive à prendre un gars de zéro, hein, qui faisait rien, qui était au chômage. Je l'ai fait monter à très très haut niveau et très rapidement.
Alors, on a beau dire, oui, souvent on parle, ouais, il y a les managements, tout ça. Non, c'est l'entraîneur qui forme le gars. Les managers, bien sûr, qui trouvent des combats, bien sûr, qui sont très importants, mais c'est le combat, l'entraîneur qui entraîne le gars, qui est là avec lui toute la journée, qui le fait monter. Et en fait, Benoît, je l'ai pris de zéro, donc c'est une fierté. J'ai pu arriver, bon, je suis pas arrivé au Graal, mais je suis arrivé à un bon niveau, hein. La preuve, il fait un main event, donc ouais, c'est top. Ça a pu montrer au monde entier mon travail. Et j'ai permis, il faut pas oublier, je lui ai permis de passer des paliers avec des stratégies brillantes. Je me jette des fleurs, mais c'est la vérité, hein. T'as raison. Notamment contre Bonfim, mais pas contre lui, seulement contre lui, notamment avec Frévola, avec Thiago. C'était Thiago Moises, quoi, ouais, Ouais, Thiago Thiago Moises. Moises. Donc voilà, quoi. Donc, et ça, c'est important de le rappeler parce que les gens, ils ont la mémoire courte, hein, en fait. Mais tu as totalement raison. C'est toi qui lui as permis d'atteindre ce niveau-là, ce niveau de prestige, comme tu l'as dit. Et c'est moi qui avais partagé, je me rappelle cette vidéo du high kick en sortie face à Prévola, où tu en avais parlé un jour, tu sentais qu'il allait mettre ce KO-là. Est-ce que tu as été surpris par la rapidité à laquelle il a atteint ce niveau-là, Benoît? Oui, mais je pense que c'est trop rapide. Moi, à mon opinion, avec du recul, je trouve qu'il est monté trop vite. Parce qu'en fait, un combattant, il faut qu'il monte par palier. Si tu montes très vite, généralement, tu vas descendre aussi vite. Parce qu'en fait, par palier, tu dois y rester quelques combats pour justement prendre de l'expérience et après passer un palier. C'est comme ça. Tu peux pas tu peux pas brûler des étapes. Moi, c'est ce que je pense. Honnêtement, Poirier, quand il a pris Poirier, on a accepté à l'époque, mais en fait, on a accepté, mais je trouve que c'était trop tôt, mais bon, on ne pouvait pas refuser, c'était la grosse opportunité, mais c'était trop tôt pour prendre Poirier, en fait. On l'a vu, hein, d'ailleurs dans le combat, mais ce que je veux dire par là, il faut aller par étapes. Et je pense que c'est trop rapide. Ouais. Il faut un peu de patience quand même, hein, tu vois. Je sais qu'aujourd'hui, on vit une époque où tout doit aller trop vite. Je sais Oui, pas si tu as remarqué, on doit tout faire vite, ouais, quoi. bien sûr. Mais non, mais prenez votre. Et j'en parle à mes combattants, des fois, d'être patient. J'en parlais à Mathieu, pas qu'à Mathieu, même par exemple, Romain qui vient qui a perdu au PFL. Je lui ai expliqué, Romain, écoute, tu as perdu, mais tu étais jeune encore. C'est comme ça, les fights, on perd, on gagne. Il faut être patient, voilà, quoi, il faut y aller par étapes, sinon on se brûle les ailes. Ouais. Honnêtement, on peut pas passer de 10 à 15 combats à prendre des mecs en 50 combats, c'est compliqué. Je parle de très haut niveau, hein. Tu peux prendre je veux dire voilà quoi, un peintre qui a 50 combats et encore, il faut faire attention parce qu'il a quand même l'expérience. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi et c'est bien que tu évoques ça, le fait de prendre son temps, et notamment bon là, c'était un step qu'on pouvait pas refuser, que vous pouviez pas refuser, Dustin Poirier, avec ce qui est arrivé derrière malheureusement ce staphylocoque qui a pas mal embêté Benoît et qui a pas pu s'exprimer, je pense, comme il le souhaitait. Quand Mais il n'y a vous pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le staphylocoque, il y avait le poids aussi, hein. Il était très haut en poids, hein. Donc ça a été comment ça s'appelle? Ça a un été ensemble de choses. un ensemble de choses qui fait que la Fight Week, elle a été un peu merdique. Ouais, ouais. Ouais, Mais est-ce qu'à un bon, mais moment bon, mais une chose importante aussi, c'est que à partir du moment que tu acceptes le combat, après, il faut plus rien dire, quoi. C'est bon, tu vois, sinon tu n'acceptes pas le fight, quoi. ouais, Tu vois, c'est normal, hein. Tous les combattants arrivent avec des bobos, quoi. Mais à partir du moment que tu acceptes, tu y vas et tu gagnes ou tu perds, voilà, quoi. Après, je pense qu'il faut, voilà, faut rester humble. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté pendant la Fight Week de la faisabilité ou pas de ce combat-là, avec l'état physique de Benoît, le cutting, le staphylocoque qui venait rajouter derrière une couche supplémentaire? Ben, en fait, on a su que ça allait être compliqué, c'est vrai, mais on peut pas faire le marche arrière, quoi. Tu as la Fight Week, donc tu traces ton chemin, quoi. Ouais. Il y a eu beaucoup de. J'ai eu beaucoup de combattants, hein, pendant les Fight Week qui n'étaient pas dans un bon état, hein. Des fois, on fait même des camps d'entraînement où ça se passe mal et le combat se passe bien et vice-versa. Le camp était très bien, alors que le camp s'était très bien passé à la base. Mais bon, il y a des fois, c'est le timing, des fois, c'est le facteur chance. En fait, le combattant qui va gagner, c'est le mec qui est en meilleure forme au jour J. Parce que tu vois, tu as des gars, ils sont en super forme pendant les camps et les jours J, ils attrapent une crève. Je me rappelle à l'époque avec Dan Anderson, il était souvent malade. J'ai eu plein de combattants comme ça. C'est parce que tu pousses tellement la machine que c'est dur d'arriver. C'est dur d'arriver en pleine forme. Regarde le cas de Gomis qui est arrivé au Brésil. Ah Il a oui, fait un cutting ah, c'était radical. Je pense incroyable qu'il a. ça. Bah ouais, peut-être il a bu de la flotte, c'est possible ça, parce que l'eau ici, il faut faire gaffe. À mon avis, aussi le décalage horaire, la chaleur du Brésil ici, il fait très humide. Voilà, ça lui a foiré sa fight week et voilà, c'était même dangereux. Donc, c'est très. En plus, cette perte de poids, tu sais, ce cutting, c'est un truc. Ça fragilise beaucoup les combattants, hein. Donc, Ben, en ben, fait, ça diminue leur immunité, tu vois. ça Déjà, diminue. l'entraînement, il est. Ouais, ouais.
Ouais, mais c'est ça, mais surtout, moi qui suis passé par là, par les coachings, tu plus à réfléchir. Ce que tu es un zombie, il faut dire ce Ouais, qui est, tu es un zombie, t'as plus d'eau, bah tu ouais, plus t'as plus rien, d'eau. tu peux plus Ouais, t'as plus réfléchir d'eau, et donc tu es diminué dans tous les aspects du corps humain, etc. Et puis On après, a tu t'absorbes pas les coups. En plus, tu sais, parce que non, tu es comme ça, tu n'absorbes plus les coups pareil, hein, c'est pas non, pareil. tu as envie de dormir, là, c'est la vérité. Ouais, Si tu prends un bon coup, tu vas dormir. J'ai une question pour toi. On a évoqué beaucoup Benoît, ce qui s'était passé pendant votre relation, etc. Le plus beau souvenir que tu as avec Benoît, c'est quoi? Bon, il y a plein de souvenirs, hein. Il y a quand même du positif, dans le sens où je dirais que, oh, je sais pas, mais c'est tout le chemin, moi je dirais, tout le chemin qu'il y a eu, c'était le chemin, il était intéressant, quoi. Partir de zéro comme ça, c'est ça en fait qui va rester. Bien sûr. C'est de partir de rien et arriver à quelque chose. C'est ça qui va rester. Voilà, ça c'est. Ouais. Et tu sais, quand je m'interroge sur toi, je regarde tout ce que tu as fait un petit peu, tous les combattants incroyables que tu as eus. J'ai une question qui peut peut-être être simple. C'est quoi la méthode Warren? Écoute, je sais pas s'il y a vraiment une méthode. Si, j'ai une méthode d'entraînement que j'ai peaufinée avec des années. D'ailleurs, en fait, elle évolue, tu vois, tu es obligé d'évoluer. Mais moi, c'est plutôt, comment dire, c'est travailler beaucoup sur la distance de combat, tu vois, et sur le timing, tu vois. Je travaille beaucoup là-dessus. En fait, j'essaye d'être en tant que coach, le plus pragmatique possible à l'entraînement et au fight. Oui, Voilà. Je dirais qu'il d'accord. n'y a pas. Après, maintenant, attention, les méthodes d'entraînement, personne n'a la vérité. Chacun a sa façon de travailler. Chacun sa Chacun propre a façon. une méthode. Voilà. Mais en tout cas, ce que j'observe maintenant, c'est qu'il y en a beaucoup qui reprennent mon travail. Ça fait plaisir, hein, mais c'est fait pour ça. Et vice-versa. Moi aussi, je m'imprègne quand même, hein. Par exemple, là, je suis au Brésil. Je regarde deux, trois trucs à droite, à gauche. Ça me permet de recadrer un peu ce que je fais. C'est intéressant. Tu vois. On est allé avec Mathieu, on est allé en Hollande, on est allé en Belgique. Oui, j'ai vu. Voilà, j'ai vu le travail d'un peu ce qu'ont fait les autres. C'est toujours intéressant, parce qu'on prend un peu à droite, à gauche, on s'inspire. Mais moi, comme j'ai plus d'expérience que les autres, donc voilà, j'ai une méthode de travail. Et puis, il faut croire à ce qu'on fait aussi, hein. Tu vois, tu crois vraiment. Ce que je te dis, tu vas avoir des. En fait, la problématique, c'est que tu vas avoir tu vas avoir des phases où ça va mal se passer, mais il faut quand même croire à ton travail. C'est pas parce que ça s'est mal passé qu'il faut tout changer. On voit beaucoup ça chez les combattants, ils perdent et d'un coup, ils changent tout, ça change leur camp, ça change d'entraîneur, ça change même de manager, hein. J'ai Oui. vu, hein, l'équipe complète, alors qu'en fait, des fois, c'est une remise en question sur soi-même. Mais il faut croire en ce qu'on fait. On ne gagne pas tout le temps. Il y a un gars en face, comme je dis, tu combats contre une personne qui est aussi entraînée, qui a envie de gagner. Donc, des fois, elle est plus forte que toi. Tu vois, c'est tout. Et c'est pour ça que tu as perdu. Il ne faut pas chercher d'excuses, hein. Ça arrive aussi, hein. Et toi, Daniel, est-ce que t'as toujours cru en toi? Est-ce que tu as eu des doutes ou pas forcément? Tu t'es toujours remis en question quand il le fallait, tu es toujours allé de l'avant et tu as toujours cru en toi et tes compétences? Je crois en moi, mes compétences, mais on a toujours des doutes. Bien sûr qu'on a toujours des doutes. Toujours, parce qu'en fait, on est toujours dans le. Tu as vu, on est toujours dans le résultat. C'est-à-dire que tu as beau avoir prouvé pendant je sais pas combien d'années, et ben, comme tu es encore dans le. Comme quand tu es encore dans le game, il faut que tu prouves sans arrêt, en fait. Bien Tu vois, sûr. un peu comme un combattant. Un combattant, tu vois, on voit des combattants, ils peuvent gagner 30 combats, ils perdent un combat. Les mecs, ils disent, ouais, voilà, quoi, tu vois. On voit le cas de, comment il s'appelle, Gann, qui a perdu contre John John. Allez, on dirait que c'est la fin du monde. Le gars, il est solide, faut pas oublier ce qu'il a fait. Tu vois, c'est quand même un combattant d'exception, quoi. Il a combattu plusieurs fois pour la ceinture des poids lourds. Il a fait quand même des combats incroyables. Tu peux pas effacer ça, quoi. Mais on a cette tendance, c'est comme ça, c'est humain, hein. Et ben pareil pour les entraîneurs. Tu as beau avoir eu des résultats de ouf, si tu as une phase un peu merdique, c'est pour ça que je donne un conseil aux entraîneurs, ou même aux nouveaux C'est entraîneurs. important. Voilà, si tu as une phase merdique, c'est pas grave, l'ami. Ça fait partie du jeu, ça permet de recadrer un petit peu le travail, mais continue et crois en toi, mec, hein. Continue ton chemin. T'arrêtes surtout pas. Et c'est ce que j'allais te poser comme question. Quel, conseil aurais-tu donné, aux coachs français ou même aux coachs qui sont à l'international? Parce que le rôle de coach, c'est un peu un rôle ingrat parce que vous êtes pas forcément mis dans la lumière de par ce que fait le combattant ou autre. Mais quand le combattant perd, vous êtes souvent, décrié et critiqué. Et moi, j'aimerais que tu puisses t'exprimer aujourd'hui sur les, coachs français. Est-ce qu'il y a des coachs en France que tu trouves très intéressants, que que tu vois chez eux certaines qualités que d'autres n'ont pas? Bien sûr, il y a de très bons coachs en France, hein, surtout en Muay Thai. Vraiment, le niveau est très élevé. En MMA, il doit y avoir aussi des bons coachs, c'est sûr. Il y a des bons coachs. Maintenant, voilà, il faut
en fait, il faut pas être fan. Moi, la chose que je peux dire et ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de coachs, ils sont fans de leurs combattants. Les gars, ne soyez pas fans de votre combattant, les gars. Ça, c'est l'erreur fatale parce qu'après, il va faire ce qu'il veut. Non, bien sûr, il faut être juste, mais il faut être dur aussi. Et il faut lui dire la vérité, ça va mentir. Mais la problématique, c'est comme il y en a beaucoup qui veulent prendre de la lumière, hein, ils sont prêts à n'importe quoi pour passer un petit peu dans les médias, ben voilà quoi. Ils brossent dans le sens du poil le combattant pour essayer de s'incruster un peu dans le coin. Oh, j'en ai vu un tas, hein, qui viennent, qui payent leur billet d'avion pour aller à l'UFC, qui payent tout et qui sont juste là pour faire, tu vois, pour se montrer quoi. Oui. Et ça parasite les vrais coachs quoi. Donc soyez vrais, soyez vous-même, soyez juste, mais soyez ferme. Ça fera de vous un coach de haut niveau. Arrêtez de faire les fans et de faire, excuse-moi le terme, les lèche-cul, quoi. Oui, non, mais tu as raison sur ce que tu évoques, notamment sur les coins. C'est vrai que moi, j'ai entendu pas mal d'histoires comme celle-ci, où des personnes voulaient se mettre dans les coins, mais des personnes qui n'avaient rien à voir avec le combattant ou alors avec la performance sportive. Tu sais, des fois, on parle de qui doit être dans un coin, on parle de coach, on parle de coach de JJB, de grappling ou autre, de sparring partenaire qui a accompagné le combattant pendant son camp. Toi, aujourd'hui, quand tu vois un combattant, on dit 3 personnes. Qui c'est qui doit l'accompagner pour toi? Bah, déjà, le coach principal, c'est important. C'est la base. Mais la problématique, Magid, c'est que en fait, tu sais, par exemple, quand tu vas à l'UFC, tu pars une semaine. Mais c'est pas tout le monde qui peut prendre une semaine comme ça. Il y a Ah, des bien gens qui sûr. travaillent. Moi, je suis coach professionnel, donc je fais que ça. Donc, je peux partir au bout du monde. Je vais à droite, à gauche, il n'y a aucun problème. Il y en a, ils travaillent, ils ont un boulot. Il faut qu'ils prennent leurs vacances. Donc, c'est hyper compliqué. Généralement, c'est ceux voilà, c'est l'opportunité. Et des fois aussi, la problématique, c'est que les organisations, elles payent pour qu'un coach. Donc, le Oui, combattant et le coach. Donc, si tu as besoin d'un gars, le coach, il est obligé le combattant est obligé de payer. Des fois, le combattant, il débute dans une grosse orga, il n'a pas les moyens. Donc, des fois, c'est assez compliqué. Hein. Donc, je comprends que c'est pas facile. C'est pas comme une équipe de foot où il y a tout un staff et tout. Là, ouais. attention. Hein. Là, tout est, tout est compté au niveau financier, tu vois. Donc, Je suis, je comprends que ça soit complexe. je suis Mais entièrement ramenez d'accord. pas non plus. Arrêtez de ramener vos frangins, arrêtez de ramener des potes et tout. Il faut vraiment avoir un coach solide quoi, avec vous, qui vous connaisse, qui soit là au jour le jour pour vous guider. Quoi. Parce que le problème, quand vous ramenez plein de gens comme ça, ils parasitent, ils parlent, ils donnent des conseils alors qu'ils ne connaissent rien. Mais bon, il y a le côté affectif quand c'est la famille. C'est hyper compliqué. Et je vous dis, l'histoire se répète. C'est pas juste un combattant, c'est tous les combattants, ils font la même chose. C'est toujours, ça va ramener un tel, ça va. Et toi, tu es obligé, on t'impose ces gens, en fait. Tu vois, Ouais, t'essayes quand même de mettre des bâtons dans les roues, mais on te les impose et tu es obligé de te les farcir à la Fight Week ouais. c'est une souffrance. C'est une souffrance parce que toi, tu n'es pas là pour t'amuser ou pour passer à la télé. Tu es là pour. C'est un job. Tu as envie que le gars gagne, tu as envie de monter, tu as envie de performer, tu as envie de gagner de l'argent, tu as envie de. Voilà. Et c'est compliqué, quoi. Je comprends cet état d'esprit et c'est vrai que c'est cruel de se dire que des fois tu vas prendre des personnes qui n'ont rien à voir avec le sportif au niveau du combattant, qui n'étaient pas là dans le camp, qui n'ont pas été ses sparring, qui n'ont rien apporté, qui vont venir se coller à l'équipe alors qu'ils n'ont Ouais. pas, entre guillemets, pas leur place là, parce que même si c'est leur frère, leur soeur, leur oncle, ben, la place elle est peut-être dans les gradins, mais pas au côté de la cage. Et ça, franchement, c'est assez triste. Et d'être coach, de gérer le combattant, puis gérer aussi ce qu'il y a à côté, franchement, je pense que c'est compliqué. On ne met pas assez la lumière sur cet aspect-là. Mais non, en fait, non, parce que tout le monde, le combattant, voilà, il est idolâtré. Et on veut, même les journalistes, ils veulent pas s'embrouiller avec le mec parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent l'exclusivité, les photos. Donc, mais oui, le Ah, je coach, suis d'accord. il a un rôle ingrat, mais ça, à partir du moment que tu as choisi d'être coach aussi, il faut assumer. Hein. Moi, j'assume complètement mon job. J'essaie des fois de remettre les gens à leur place. Ça ne plaît pas toujours. Des fois, ça clash. Moi, j'ai eu beaucoup d'embrouilles avec des combattants et honnêtement, je n'ai rien à foutre. Quoi. Ça fait partie du jeu et justement, je m'impose. C'est pas pour rien que je suis dans ce milieu et que je performe depuis tant d'années. C'est parce que justement, il faut avoir du caractère. Si tu veux être un coach d'excellence, il faut avoir du caractère. Bien sûr, il faut être aussi, c'est-à-dire qu'il faut être techniquement
faut avoir des grosses connaissances techniques, stratégiques, tout, hein, bien sûr, mais aussi psychologiques, hein, parce que tu as affaire à des sacrés cassos. Mais c'est ça qui fait plaisir aussi, tu t'éclates en fait. Hein. Tu te marres, hein, c'est des jeunes, c'est à toi de les recadrer. Voilà, il y a un peu de folie dans ce boulot, mais bon, c'est comme ça. Moi, je kiffe, hein, personnellement, je kiffe. Bien sûr, il y a des hauts débats, parce que des fois, tu en as un peu marre, hein, tu vieillis, tu as moins d'énergie, hein, quand tu vieillis, tu as moins d'énergie, tu as moins de patience, on va dire. Et tu connais, ce qui est marrant en plus, Magid, c'est que tu regardes le gars et tu sais très bien ce qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'il t'écoute pas, tu sais très bien qu'il va prendre le mur, mais même en prenant le mur, comment ça s'appelle. Même en prenant le mur, tu lui as prouvé qu'il allait prendre le mur et il prend le mur, mais il continue sur son. C'est incroyable. L'être humain, franchement, il me fascine. Ah ouais, Fra- j'adore. J'aurais dû faire psychologie, en fait. Ben, c'est vrai, parce que le rôle de coach, c'est aussi être un psychologue. Hein. Tu t'occupes de tout, de la relation familiale, tu interviens dans Ah bah ouais. certaines relations, etc. En fait, quand tu prends le combattant, tu prends pas que le sportif, tu prends tout ce qui englobe Non, sa bien sûr. personnalité, sa famille haute, ses problèmes. Tout ça s'ajoute à ce que tu dois déjà gérer toi. Et à la fin, ben, je comprends que tu puisses avoir des doutes, etc., et que tu puisses en avoir marre. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es posé la question de te dire, est-ce que tu allais continuer, est-ce qu'il fallait peut-être pas arrêter? Est-ce qu'à un moment donné, tu en avais eu marre de tout ça? Oui, en fait, j'en ai marre, des fois, j'en ai marre, mais le MMA, il me poursuit, et puis bon, je kiffe ça aussi, pas se mentir. Mais c'est vrai que quand j'étais revenu des États-Unis à l'époque, j'en ai eu ras le cul. Hein. De toute façon, je voulais arrêter total. J'ai dit, je reviens, je m'installe dans le sud, là, chez moi, avec votre MMA, j'en ai rien à foutre. Et en plus, et puis il est quand même revenu vers moi, je me suis retrouvé en Ukraine à travailler, après à Vedov, et voilà, ça continue. Mais bon, c'est ça la vie, on kiffe, quoi. Il y a des hauts débats, c'est vrai que des fois, on a des coups de mou, on dit, vas-y, laisse tomber. Après, bam, tu prépares un mec, il met un gros chaos, ça te remotive, je te dis merde, putain, tu sais, parce qu'il y a quand même de l'émotion dans tout ça. Tu vois, il y a l'adrénaline aussi, tu vois, tu pars dans des délires, dans des pays, l'incertitude, tu kiffes, quoi. Non, non, on Bah va pas oui, se mentir. Faut avoir un petit côté maso aussi, un peu ouf, un peu ah, pour c'est faire. sûr. Mais bon, mais ça fait partie du jeu. Mais même les combattants, ils ont quand même du mérite. Ils vont dans la Ah, salle, c'est clairement. dur. Non, il Il y faut a le vivre. aussi, ah oui, il faut le vivre. Moi, j'ai été combattant de Muay Thai. Attention, le Muay Thai, c'est très dur. Hein. Je sais ce que c'est les coups, les sports d'impact. C'est très dur. Hein. Le MMA, pareil, tu es dans une cage, tu prends des gros coups. C'est très dur. En plus du 4-11. Mais Ah, c'est vrai qu'ils ont du mérite aussi. Hein. Faut pas se leurrer, quoi. le mérite leur revient entièrement quand tu vois les sacrifices qu'ils font. Tu sais, les gens, ils pensent que c'est juste l'entraînement, et cetera. Tu sais, des fois, tu as 2-3 personnes qui vont aller s'initier au MMA, ils vont te faire 2-3 entraînements, ils vont penser que c'est assez cool, et cetera. Mais comme je le dis, l'entraînement, c'est pas la cage. Rentrer dans une cage, juste l'odeur, elle est totalement différente. Moi qui l'ai vécu, il y a quelque chose il y a une saveur de particulière. Tu sens que tu rentres dans une espèce de caste, tu es quelqu'un d'à part, en fait, à partir du moment où tu rentres dans la cage. Et ça, en fait, il faut le vivre pour le comprendre. Si tu le vis pas, tu peux pas le comprendre, tu peux pas l'expliquer aussi, c'est différent. Moi, Bah oui, bah oui. j'aimerais qu'on Je suis revienne d'accord avec sur, toi. j'aimerais qu'on revienne sur Oui, un dis-moi. aspect important, Daniel. Le MMA français, il a évolué. On a de très grands combattants qui performent, qui sont classés, combattantes également avec Manon. Un Français champion de l'UFC dans les 2 prochaines années, tu y crois? Ah oui, pourquoi pas, bien sûr, vu qu'il y a un volume quand même de combattants qui performent, je vois pas pourquoi, hein, bien sûr. Hein. Ouais, ouais, moi j'y crois hein, complètement. Parce que tu as vu, le MMA, ça s'est vraiment démocratisé en France, il y a des salles de partout, et en plus les gens ils kiffent. Hein. Tu sais, quand on Ah est oui. allé en Hollande, on était avec le champion du WAD FC, le gars, je crois, il a 2 ou 3 ceintures. Déjà, je savais même pas qui c'était, pour te dire. Hein. Et en plus, le mec était presque pas suivi sur les réseaux, il disait qu'en Hollande, il n'y a rien en termes de MMA. Pourtant, en pied-point, c'est des précurseurs, Ah c'est des oui. tueurs à gages. Hein. Mais il m'a dit, en MMA, c'est. Et la Belgique, pareil, justement, on discutait avec Alain qui nous a accompagnés. D'ailleurs, je lui passe le bonjour, il va combattre au Dana White Contender en octobre. Et Alain, il nous disait que c'est pareil. En Belgique, il n'y a pas énormément de. Même au niveau médiatique, quoi. Alors qu'en France, tu as vu, ça a explosé. Ça a La explosé. France, ça me fait penser au Brésil au début, tu sais, où il y a énormément de médias, les gens s'intéressent. Et donc, automatiquement, comme les gens, ils savent, ils connaissent le MMA, il y a beaucoup de gens qui pratiquent. Et quand tu as un volume de personnes comme ça qui s'entraînent, il faut savoir qu'en France, on adore les sports de combat. Je suis persuadé qu'on va avoir un champion un jour. Hein. Ah ouais, ou Ouais, une championne, hein, bien sûr. ouais. Et pour toi, qui c'est qui est le plus proche d'atteindre ce but? Quand tu regardes un petit peu le ranking du MMA français au niveau de l'UFC, tu sais, on en a Sorzine qui est numéro 4, Manon qui est là, qui est potentiellement un combat de la ceinture. Il y a quelqu'un qui se dégage pour toi? Mais il y en a deux, moi je dirais Manon et comment il s'appelle Nassourdine.
Ouais. Nassourdine, il m'impressionne parce que lui, on voit exactement il a bien suivi les étapes. En fait, il est discret, mais il combat. C'est-à-dire que ça fait pas mal de temps qu'il est à l'UFC et on voit à chaque étape, il progresse, il avance doucement et sûrement. C'est-à-dire que franchement, il a pris des mecs solides et quand même, il est vraiment solide comme fighter. Ouais, son ascension à lui, elle est linéaire. Tu sais, on sent qu'il est monté petit à petit. Voilà, exactement. Donc il est dur. C'est-à-dire que en fait, il s'est durci avec le temps, tu vois, et c'est un vrai numéro 4. Voilà, c'est-à-dire que le mec, il n'est pas là par hasard. En fait. Et D'accord. pareil Ouais, pour Manon, hein. Manon, on va pas se mentir. Manon, le problème, c'est que Manon, je pense que c'est surtout l'UFC. Tu sais, l'UFC, en fait, tu sais, ça reste un business. ah, bien sûr. Et voilà, quoi. Bon, l'UFC, déjà, ils aiment bien les Américains, déjà, hein. Parce qu'attention, il n'y a pas que le côté performance aussi pour Ah avoir la non, jamais. ceinture. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. L'un ne va pas Voilà, sans l'autre. exactement. Donc, il faut déjà parler anglais couramment. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est que, comme c'est un show américain, eh ben, ils veulent que les Américains achètent, hein. Donc, ils veulent quelqu'un qui vende. Voilà, on a vu Strickland. Strickland, il était un peu ouf, mais les gens, ils kiffaient, quoi, tu vois. Bien Et sûr. voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est Je ça. me rappelle Jacques Harret. Excuse-moi de te couper, Vas-y, Magic. Je me vas-y, vas-y, rappelle vas-y. Jacques Harret. Jacques Harret Souza, à l'époque, c'était un combattant vraiment très, très fort. Ils l'ont fait galérer pour la ceinture. Il n'a jamais eu l'opportunité. Et jusqu'au dernier moment, ils ont mis un mec qui l'a battu. Il est revenu à la queue. Il n'a jamais eu l'opportunité. Moussassi, Gegard Oui. Moussassi. C'est un tueur à gages, ce mec. Les gens ne se rendent même pas compte. Il a un niveau incroyable. À l'UFC, il était super fort. Il n'a jamais combattu pour la ceinture. C'est ce Ouais. que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas que la performance, malheureusement. Déjà, c'est américain, ça va t'aider. Et en plus, voilà quoi, faut être vendeur, il faut vendre des tickets, il faut vendre des pay-per-view, il faut Mais c'est ça, avoir plein de followers. ça Voilà. fait partie du business. Il y a le fait de parler anglais. Aujourd'hui, c'est important, c'est essentiel si tu veux te vendre à l'étranger. Sans ça, c'est compliqué si on doit t'amener à chaque fois des traducteurs, etc. Il y a la partie des réseaux sociaux où je suis désolé, il faut savoir se mettre en avant. Et après, il faut savoir investir sur soi-même. Ça, son management aussi peut-être d'aider dans ce sens-là. Donc, il y a un ensemble de choses qui font que le combattant va performer. Mais le sportif n'est pas seul décisionnaire de ta carrière. Il y a l'à côté aussi qui va avoir une part importante. Sauf si vraiment tu es un tueur à gages, on Ah voit oui. les José Aldo. José Aldo, il parlait pas, mais bon, il était T'étais avec José champion du monde. Aldo. T'étais avec José Aldo il n'y a pas Oui, très oui, je l'ai longtemps. vu. Raconte-nous Ça fait ça. longtemps. Bah écoute, en fait, José Aldo, ça fait. Tu sais que moi j'étais avec lui pour son premier combat aux États-Unis. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il avait combattu au WEC, ça s'appelait. D'ailleurs, ça a été racheté par l'UFC, où il y avait Faber qui combattait. Et Ah oui. ce jour-là, il y avait Faber et il y avait José Aldo qui faisait son premier combat contre Pequeno. Je ne sais pas ceux qui connaissent Pequeno, le roi de la guillotine, hein. Et moi, j'étais avec un combattant qui s'appelait Sapo, un Ok. combattant de Belém, du nord du Brésil. Il avait combattu et il y avait José Aldo qui était avec nous dans le vestiaire et tout. Et José Aldo, en fait, je le connais depuis qu'il combattait dans les favelas et tout. Et donc, ouais, une ascension incroyable. Et j'étais là avec son premier combat aux États-Unis. Et là, il m'a vu, ça fait longtemps qu'il ne m'avait pas vu, il était content. Il m'a vu et il est resté pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. En plus, super sympa. Il a pris des photos avec tous les jeunes du camp. Vraiment très, très bonne mentalité. Tu sens que le gars, il a une humilité incroyable. Ben, tu le vois, hein, déjà, il est marié avec sa femme depuis des années. Tu vois le gars simple. Ah, moi, j'ai kiffé. Et d'ailleurs, aussi, son entraîneur, Dédé Perdeneras, qui est une légende, hein, plusieurs champions du UFC, qui est là, qui nous accueille aussi, qui est super sympa. Franchement, top. Et est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour ce genre de combattant, tu sais, comme José Aldo, Anderson Silva, etc., que tu as déjà eu, qui puisse intervenir sur ton stage? Oui, c'est possible en fait. Le problème d'Anderson, c'est qu'il est souvent aux États-Unis. Donc là, je l'ai loupé. Je crois qu'il était venu au mois de juillet, je crois. Ou non, pas au mois de juillet, au mois de juin. Donc je l'ai loupé de peu. Mais ouais, normalement, les gars, ouais, je les capte. Là, José Aldo, je suis tombé avec lui par hasard. Il était là. En plus, c'était le dernier jour du camp. Donc les gars ont eu de la chance. Parce que bon, il est occupé, hein. Bien Les sûr. superstars, ils se baladent pas. Eh oui. Ils sont pas là, tu vois. Donc non, c'était cool. Il y avait Rafael dos Anjos qui était là. Ah ouais, Et après, il magnifique. est reparti. Bon, on n'a pas eu le temps de le voir. Mais bon, voilà, il y a plein de combattants solide, hein, au Brésil, hein. Ben, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec toi, Daniel. Ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir sur le podcast. On a quelques Désolé de amis. t'avoir fait un peu galérer, Non, mais c'est pas grave. c'est- On a c'est- quelques, on a quelques amis en commun, dont je salue Mohamed Kacha. Mohamed Kacha, Ah, Mohamed Kacha, que je connais Mohamed très bien. Kacha, très, très,
très très grand combattant. Je lui passe le bonjour. C'est un gars super. Il avait fait un combat parce que les gens ne savent pas, hein, et ça faut le dire. À l'époque, quand j'étais à la Black House MMA, il était venu au Brésil. Il avait combattu un gars qui s'appelait Fabrice Montero. C'était une étoile montante du MMA brésilien. Il passait à la télé, un tueur à gages. Donc en gros, ils avaient mis Mohamed pour qu'il se fasse allumer. Ah, tu comprends le truc. Et il y avait la télé, c'était le main event, c'était dans la ville du gars. Il y avait le maire, il y avait tout le monde. Et Mohamed, il a mis KO deuxième. Non, mais ça, franchement, il lui a arraché la tête. Il avait Non, une mais tête comme ça, le gars. Non, mais c'est un très très bon gars, très très grand combattant, Mohamed Kacha. et humainement, franchement, c'est une pépite. Super. Ouais, super. Donc franchement, moi, Ouais, Daniel, bah vas-y, je t'écoute. mais je l'ai revu à Bayonne et tout. Il est venu me voir aussi au Fitness Park à Vitry et tout. Ça m'a fait plaisir de le voir. J'aime bien parler avec Ouais. Mohamed. Toujours, il est posé. Je kiffe Mohamed. Eh ben, en tout cas, moi, ça a été un plaisir de t'avoir, Daniel. Ça faisait, comme j'ai dit, ça faisait longtemps qu'on essayait de savoir. Moi, j'étais à Abu Dhabi pour l'UFC. En plus, après, derrière, j'étais à Ah Séoul. Donc, ouais, tu te on balades. est, Ah, tu te on est, balades. Ah ouais, tu te on essaie. balades. Et prochainement, je viendrai à Rio essayer de te rencontrer là-bas Ah, avec directement. plaisir. Ah, En tout direct, cas, ça a été direct. un Ah, tu vas plaisir. pas le regretter. À titre personnel, je voulais te le dire et j'en profite de l'occasion. Je trouve que tu réalises un boulot exceptionnel pour le MMA français. Et au-delà du sportif, je trouve que humainement, euh, le fait que tu parles sans prendre de gants, le fait que tu parles sans filtre et que tu dises ce que tu penses, je pense que c'est positif. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle. Ah, ben, merci beaucoup, Bagine. Merci pour l'invitation. Et bah, à bientôt, hein. Et au Ah, Brésil, hein, t'as intérêt à venir, hein. Tu c'est vas pas le noté. regretter. Eh, Tu as pu vouloir revenir après aussi. C'est ça le problème. Daniel, le rendez-vous est pris. Je viendrai au Brésil et on refera le podcast. Je te dirai, je suis venu. Vas-y.